sans but. J'erre avec mes enfants le plus souvent possible. On se balade, des promenades infinies pour rien, sans but. On se laisse surprendre, on bifurque, on culbute, on vagabonde. À pied, toujours à pied, pendant des heures. Soif de voir nos rues, d'avaler notre territoire. On tourne en rond, on contemple le pissenlit, on ramasse le déchet. On collectionne les emballages de bonbons, on remarque une belle maison pour la première fois. On ramasse des bâtons, des roches, des feuilles, pour rien, sans but, juste pour le beau. Explorer pour explorer, saluer un passant. Quelqu'un me dit que j'ai de beaux enfants. Sourire. Croiser un voisin âgé et prendre des nouvelles. Monter sur la borne fontaine, tout remarquer, tout avaler, poésie urbaine. L'asphalte encadre la nature. Déceler les détails de mon quartier. Prendre le temps de mesurer la profondeur d'une flaque d'eau. Errer est un art de vivre. Errer est ce que je préfère. C'est ce qui me fait habiter mes rues. C'est ce qui me fait rencontrer mes voisins. Je ferai toujours ça. Je ne m'arrêterai jamais. Parce que c'est une posture différente face à la vie, différente de l'ordinaire, du comme d'habitude. C'est prendre le large chez soi, c'est décider d'habiter son espace. C'est une façon d'être observateur de la vie autour de soi et de la laisser aller. C'est une façon d'aller à sa rencontre sans jamais la saisir. Errer, c'est ce que je ferais tout le temps. Des kilomètres d'errance, parfois en ligne droite, souvent à géométrie variable, selon le courant. Voir ce qui ne serait pas vu autrement. Dénicher des trésors, saluer des gens que je n'aurais jamais remarqués, goûter le présent d'ici tout de suite. J'y suis libre, comme l'oiseau. L'oiseau danse dans le ciel, moi, je danse dans mes rues. Alors bonjour, bienvenue à l'émission Au cœur de la culture. Je m'appelle Fred Meuret et nous sommes aujourd'hui dans l'église de Saint-Léonard d'Aston. Nous remercions le diocèse de Nicolet de nous permettre de filmer dans un endroit vraiment magnifique. Et nous remercions aussi également pour le Fonds culturel, les MRC de Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécancour. Je suis aujourd'hui avec Priscilla Simard. Bonjour Priscilla. Bonjour. Alors Priscilla est une artiste de la danse, du théâtre, poète, art thérapeute et mère de 4 enfants. Et je dois tout de suite le dire, c'est moi le papa des mêmes 4 enfants. Alors Priscilla est ma conjointe, j'ai le plaisir de vivre une belle aventure avec elle. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de son cheminement artistique. Oui. Nous venons d'entendre Sans but, ouais. Un poème qui a été composé, inspiré par tes balades avec les 4 enfants dans les rues. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, j'ai composé ça en fait il y a quelques années. Donc à ce moment-là, j'avais mes 2 premiers enfants qui étaient assez jeunes. Puis moi, je suis maman à la maison, je fais l'école à la maison aussi depuis plusieurs années. Puis quand les 2 étaient plus jeunes, je partais avec eux, puis je marchais très longtemps, des heures, avec eux, à me promener, puis à aller à leur rythme oui. dans le centre-ville. Donc, c'est ce que je dis dans le poème, on s'arrêtait quand eux avaient envie de s'arrêter. Oui. Donc, ils exploraient, ils regardaient, ils cueillaient des pissenlits, comme je dis, ils ramassaient des roches. Des déchets. On parlait à des passants. Puis moi, j'ai remarqué que c'était la manière où je me sentais le mieux avec eux. Mm-hmm. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, là, mais c'est le moment où je me sentais le plus libre avec eux, où est-ce que le quotidien n'était pas lourd, puis on pouvait prendre notre temps, puis être vraiment dans le moment présent. Mm. Puis c'est ça que j'ai voulu exprimer là, dans ce texte-là, c'est la liberté d'être dans le moment présent avec les enfants. C'est un très beau poème. J'aime beaucoup la profondeur des flaques d'eau. Oui, c'est ça. Les enfants, ils veulent toujours s'attarder sur plein de détails, puis habituellement,
Les adultes, ça nous achale. Oui, vite, allez, il faut se rendre à tel endroit. Oui, c'est ça. Puis normalement, ça m'achalerait aussi si j'avais un rendez-vous ou si on avait à aller quelque part. Mais là, c'est qu'on fait des sorties où on n'a nulle part où aller. Donc, le poème, il s'appelle « Sans but » pour ça. C'est qu'on n'a vraiment aucun but. Puis quand je sors avec eux, bien, j'ai pas de direction où aller. Je les laisse prendre la direction. Puis, donc, ils peuvent s'arrêter pour mesurer la flaque d'eau. Ils peuvent monter sur la bonne fontaine. Puis j'attends qu'ils soient tannés de monter sur la bonne fontaine. Puis des fois, bien, on reste dans un parc plus longtemps qu'on pensait. Puis on s'en va quand on est tanné. Oui. Puis Merci. On est bien comme ça. Bien, merci pour ce beau texte. Alors, Priscilla, tu as étudié en théâtre, tu fais de la poésie, tu fais de la danse aussi, mais les gens doivent le savoir, quand tu étais jeune, tu étais timide, ou du moins tu te décris comme timide. Oui. Peux-tu... Oui, j'étais très timide. Peux-tu m'en parler un peu? Parce que souvent, les gens ont l'impression que si on est timide, c'est terminé. On ne peut jamais faire de théâtre ou quoi que ce soit. Oui, non, j'étais vraiment une enfant timide là, à l'âge du primaire, mais je faisais déjà de la danse. C'est la danse que j'ai faite en premier depuis la première année. Et ça allait bien. Tu étais moins timide à la danse. Bien, j'étais timide quand même, mais c'était mon moyen d'expression timide. C'est-à-dire qu'à la danse, on n'a pas besoin de parler, puis on fait comme tout le monde. On apprend des chorégraphies comme tout le monde, mais ça faisait quand même quelque chose qui me faisait du bien. Je m'exprimais quand même avec les gestes. J'aimais beaucoup ça, mais j'étais vraiment timide malgré tout. Puis d'ailleurs, c'est ça, c'est pas quelque chose que je montrais à mes amis et tout ça. La danse restait vraiment juste dans les cours de danse à cette époque-là. Et effectivement, j'étais pas très bien dans ma peau en groupe ou à l'école. Là. J'avais pas... J'avais l'impression que j'avais pas particulièrement d'intérêt là, comparé aux autres. Puis... je savais jamais quoi répondre aux questions. Quand les gens me posaient une question, je suis très mal à l'aise. Tu préférais passer inaperçu? Oui, très inaperçu. Et puis, à un moment donné, il s'est passé quelque chose lors d'un exposé oral. Oui, c'est ça. Ça a tout changé en 5e année du primaire. Donc, j'étais comme les autres enfants. Déjà, j'étais très timide. Les exposés oraux, là, j'haïssais ça. Habituellement, les enfants, ils raffolent pas de ça. Oui, non, c'est ça. Puis... tout le monde est gêné, puis lit sa feuille, puis c'est vraiment plate, finalement, à écouter. Puis cette professeure-là, elle avait pris le temps, elle nous avait donné notre mission d'exposé oral. Il fallait convaincre nos parents d'acheter un animal de compagnie. C'était ça qu'il fallait dire. Et je me rappelle comme si c'était hier, elle avait pris le temps de nous dire « Là, les amis, j'aimerais ça pour une fois qu'on s'emmerde pas pour les exposés oraux. » Elle dit, est-ce que vous pourriez un peu là, y mettre de l'émotion, là? Essayez d'y croire un peu. Tu sais, Puis je me rappelle encore qu'elle avait dit ça, puis que quand j'étais assise sur mon pupitre, je m'étais dit, OK, ça a du sens ce qu'elle dit, je vais essayer de faire ça. OK. C'était quoi ton animal? C'était un hamster. Ah, tu voulais? Okay. Oui, j'ai choisi que ça allait être un hamster. Puis, tu voulais convaincre tes parents. Oui, exact. Donc, c'est ça. Donc, au moment de l'exposé oral, j'avais mon papier. Puis, ça a sorti tout d'un coup. Puis, c'est ça, je vais essayer d'y mettre de l'expression. Et ça a été très facile. En fait, je me suis rendu compte de rien. Mais après, là, tout le monde a spontanément applaudi, crié. J'ai quasiment eu un standing ovation pour mon exposé oral. Super. Puis ma professeure n'en revenait pas. Elle m'a félicité devant tout le monde et tout ça. Puis je suis comme devenue, à partir de ce moment-là, cette année-là, une célébrité dans ma classe des exposés oraux. Ouais, j'étais celle que tout le monde attendait de voir qu'est-ce qu'elle va faire. Okay. Et là, je me suis mis à m'amuser, finalement. Puis à inventer des personnages. Ah oui, OK. Oui, puis c'est devenu tellement... mon public m'attendait tellement que finalement, la professeure donnait des consignes, mais moi, je me foutais des consignes. OK. J'écoutais même pas les consignes, mais je créais mes propres pièces de théâtre. J'ai inventé un personnage qui s'appelait Brioche. C'était un petit garçon de 4 ans. Puis là, il venait parler au monde. Puis ça, c'était mes exposés oraux. Ça m'a permis vraiment de comprendre que j'étais capable de faire quelque chose, que j'avais une valeur, que j'avais du talent. Puis, évidemment, j'ai continué. Ça m'a mis à m'intéresser au théâtre, puis à comprendre que
j'étais peut-être capable de m'exprimer, finalement. Te qualifies-tu encore de timide? Ouais. OK. Bien, je pense que je suis guérie de ma timidité. Oui. Quand j'étais enfant, j'étais timide, puis ça me limitait dans mon quotidien. C'est ça. Là, il y a des gens qui peuvent ne pas s'en rendre compte que je suis timide. Je suis complètement guérie de ma timidité, mais je reste une personne introvertie qui a encore une petite timidité, mais ça me crée plus d'obstacles jamais dans ma vie. Je pense même que les gens apprécient justement ton intériorité et ton calme. Oui. Puis je suis rendue à l'aise dans le silence. Souvent, en tout cas, moi, quand j'étais timide, j'aimais pas toujours parler. Puis ce que je comprenais pas, c'est que j'avais le droit de pas toujours parler. Ouais. Le silence, c'était correct. Mais j'étais pas capable d'être à l'aise dans le silence, puis je me disais, il faut absolument que je trouve quelque chose à dire, sinon la personne va penser que je suis plate. Oui. Encore aujourd'hui, lors des conversations, des fois, on se sent trop obligé de remplir un peu. C'est ça. Mais moi, je suis une personne qui est encore silencieuse, mais je suis très à l'aise avec mon silence maintenant. J'adore. Eh bien, merci pour cette belle tranche de vie. Moi, je trouve ça très inspirant. Il faudrait que tu ailles raconter ça aux enfants dans les écoles. Ce serait intéressant de voir leur réaction et de les encourager dans leur exposé oraux. Et donc, là, tu as fait des études en théâtre après. On passe les années du secondaire. Tu n'as pas fait de théâtre au secondaire, je crois? Un petit peu. Un petit peu? Oui. Oui? Bon. En parascolaire. OK. Avais-tu déjà la piqûre ou savais-tu que tu allais étudier en théâtre? Ou... Bien, j'ai fait du parascolaire en sixième année. J'ai fait une comédie musicale. Puis je me démarquais, encore une fois, là, beaucoup. OK. Donc ça se traçait en secondaire 1. Oui, je me démarquais beaucoup à chaque fois que j'en faisais. Mais j'en ai pas nécessairement fait souvent ou beaucoup. Mais t'aimais ça? Oui, j'aimais ça. Puis c'est en secondaire 5, quand j'ai vu... en fait, j'ai vu les... Non, c'est les secondaires 5 qui faisaient une pièce de théâtre. Quand j'ai assisté en public, comme public à la pièce, j'ai été touchée par la pièce. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. OK. Ouais. C'est pour moi. Ouais. Et là, tu as étudié la mise en scène surtout. Bien, le jeu d'acteur aussi, mais... Oui, j'ai fait le baccalauréat, dans le fond. J'ai fait mon cégep en théâtre à Trois-Rivières. Puis j'ai fait le bac en théâtre mise en scène à l'Université Laval. OK. Et tu aimes beaucoup la mise en scène ou tu préfères le jeu d'acteur ou un mix des deux? Je me suis retrouvée à être beaucoup metteur en scène, finalement. Naturellement? Oui, mais je ne le savais pas. À la base, peut-être comme la plupart des adolescentes, on pense qu'on veut être actrice. Oui, oui. Mais j'aime les deux, mais je me suis découvert finalement une personnalité de leader qui était très surprenante, justement, parce que j'étais tellement timide. Mais dans mes études en théâtre, je me suis rendu compte que, et avec les années, c'est ça, de leader, puis je suis devenue naturellement plus celle qui dirige. Et dis-moi, tu m'as déjà souvent parlé de ces études-là en théâtre. Vous étiez plusieurs, une belle gang d'amis, si je peux dire, des gens positifs, imaginatifs. Vous avez vécu toutes sortes de choses ensemble. Oui, c'était une belle époque. Oui, c'est une belle époque. Ça ressemble à quoi, là, un bac en théâtre, là, mise en scène? C'est pas des cours magistraux de 20-30 personnes, bien sûr. C'est plus des cours pratiques. Oui, ça n'a rien à voir avec les expériences universitaires communes. Oui, c'est ça. Et vous n'êtes pas toujours en train de monter du texte ou de pratiquer l'oral. Vous faites des exercices, par exemple, de corporel. Oui, c'est que je me suis retrouvée dans une formation où le théâtre corporel est premier. OK. Ouais, et central. Donc, on avait des entraînements d'acteurs. Donc oui, c'était à l'université, mais c'était vraiment une pratique. C'était quand même très pratique. Donc, on avait un studio où est-ce qu'on pouvait vraiment explorer le mouvement, explorer la voix. Puis, en fait, ma formation était vraiment centrée sur la création. OK. Donc, on a monté des textes où, dans les options, des gens qui s'intéressaient plus aux textes pouvaient se spécialiser peut-être plus vers les textes. Mais moi, je me suis vraiment orientée vers le théâtre du corps. Comme j'avais beaucoup d'expérience en danse, j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau avec l'expression corporelle. Mais c'est quoi le théâtre du corps, là, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça? Bien, c'est un théâtre, finalement, qui laisse place à l'expression du corps comme moyen premier là, de travail de l'acteur au niveau du message là, qu'on veut véhiculer.
Ça veut dire travailler des fois sans texte ou juste avec le corps? Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y a pas de texte. OK. Il peut en avoir moins, il peut en avoir autant, mais c'est juste qu'on va vraiment travailler l'aspect corporel beaucoup. OK. Et puis, lorsque tu as terminé tes études, as-tu voulu continuer en théâtre? Qu'est-ce qui t'a appelé par la suite? Bien, au début, je pensais que oui. En fait... Parce que souvent, on fait des auditions, on se prépare. Bien, j'avais fait des auditions avant de commencer mon bac, que je n'avais pas réussi. Mais après mon bac, moi, j'étais comblée. J'ai adoré ma formation, puis je me sentais formée en sortant. Puis j'ai eu un contrat de mise en scène. J'ai eu un peu une malchance, en fait. J'ai eu un contrat de mise en scène avec une amie. On était co-metteur en scène, il fallait monter. On s'est fait engager par une compagnie d'animation, de production de spectacles. Puis finalement, c'était une compagnie un peu bidon. On a été malchanceuses pour notre première expérience. Puis il fallait monter un spectacle pour enfants qui allait être vendu dans les écoles après. Et ça a été une expérience vraiment pénible parce que justement, c'était pas une compagnie bien organisée, c'était pas une compagnie respectueuse des artistes. On n'était pas bien payés, puis on nous demandait vraiment beaucoup sans être accompagnés. Ouais, OK. Ça a vraiment... En fait, j'ai détesté l'expérience. OK. Fait que je me suis sortie de là vraiment épuisée en me disant que je voulais plus refaire ça. OK. Puis ça faisait des années que j'étudiais en théâtre, puis j'étais dans l'art tout le temps. Puis j'avais besoin de quelque chose de concret pour m'équilibrer. J'avais besoin de retourner à quelque chose de plus concret. Fait qu'après cette expérience-là, j'ai passé un été à étudier la charpenterie et ébénisterie pour complètement autre chose. Oui, complètement autre chose. Passer un été juste pour me regrander. Oui. Puis ça m'a fait extrêmement du bien pour me retrouver. Puis après ça, je suis repartie. J'ai continué avec les arts, mais avec quelque chose qui me ressemblait vraiment plus. Oui, puis je pense qu'on peut dire que t'es pas, je te connais bien, tu n'es pas une femme carriériste. Pour toi, c'est pas important de faire avancer ta carrière, mais tu aimes plutôt vivre les expériences qui se présentent, les expériences artistiques, construire des projets. Ouais, bien, c'est qu'au sortir... rythme de la vie, si je peux dire. Oui, c'est ça. Bien, disons qu'au sortir de ma retraite avec la matière du bois et tout ça, j'étais vraiment capable de nommer que moi, j'avais peu d'intérêt à créer pour créer, comme plus qu'on fait dans le milieu professionnel, même si je respectais ça encore. Mais moi, j'avais vraiment besoin de vivre plus groundé. Fait que je me suis mis à faire... du théâtre social. OK. Je me suis rapprochée de l'art-thérapie déjà, puis à faire des projets avec la communauté. OK, donc plus en lien avec les gens. Ouais. C'est comme si, au lieu d'être sur la scène, on baissait la scène et on était plus près des spectateurs, ou les spectateurs deviennent acteurs, ou... Bien, en fait, là, je me suis mis à donner des ateliers. Donc là, je me suis vraiment... J'ai fait des ateliers. C'est de la médiation culturelle, là, comme on entend. Oui, de la médiation culturelle, dans les organismes communautaires, OK. à donner des cours de création collective pour faire créer les gens. Donc, ce qui m'animait, c'était ça. Là. Donc, par exemple, des jeunes qui n'ont jamais fait de pièce de théâtre et qui pensent qu'ils ne seront pas capables, décident de s'inscrire à un petit cours, puis finalement, ils font une pièce de théâtre amateur, disons ça comme ça, et puis ils vivent une expérience d'expression de soi. C'est un peu ça? Oui, c'est ça. Exact. De faire créer les gens, les faire s'exprimer. Ça me comblait, puis ça remplissait ma quête de sens. J'avais une quête de sens, puis pour moi, ça, c'était la manière que j'allais être plus heureuse là, en faisant de l'art. Ouais. Alors, j'ai commencé ça. Et quand on s'est rencontrés, tu étais en train d'amorcer un autre tournant. Tu étais toujours dans le lien social, si je peux dire, mais là, tu t'es rapproché des personnes âgées et tu es revenu à la danse un peu. Ouais. Et tu as créé un organisme, tu as cofondé un organisme qui s'appelle toujours, même si tu ne fais plus partie de l'organisme, parce que tu voulais prendre soin des enfants. Tu as quitté l'organisme, mais ça s'appelle le Papillon Blanc Danse. Peux-tu me raconter cette belle aventure qu'est le Papillon Blanc? Oui, donc dans cette période-là, bien, c'est ça, je donnais des ateliers d'art, de théâtre, d'expression corporelle, puis j'avais besoin de me rapprocher des gens. Puis
je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire du bénévolat. Puis vraiment, je cherchais, je ne savais pas où aller. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire du bénévolat dans le CHSLD de mon quartier. Mais j'avais jamais fait, j'avais jamais rentré dans un CHSLD. Ouais. Je connaissais vraiment pas ça. Donc, j'étais allée m'offrir comme bénévole. Puis déjà, c'était vraiment spécial parce que tous les bénévoles ont 70 ans et plus. Ah oui, donc Dans le tu étais la CHSLD. jeune bénévole. J'étais vraiment jeune. C'était vraiment la jeune bénévole. C'est ça, là, j'avais comme... c'est ça, Et puis, 25 ans. OK. Et puis, quand tu arrives là, il y a un autre bénévole qui t'accompagne, j'imagine. Qu'est-ce que tu fais là, la première journée? Ben, c'est le responsable des loisirs. Il m'a rencontré OK. dans son bureau. Puis OK. c'est lui qui m'a dit, il dit honnêtement, t'es la plus jeune bénévole. Oui. Il a dit, tu sais, ce que tu vas voir ici, c'est pas facile. Là. Ouais. Il voulait me préparer un peu Oui. à la clientèle, qu'effectivement, je m'attendais. Je savais pas en fait à quoi m'attendre, mais il m'a Ouais, assez bien préparé. Oui, il fallait qu'il te prépare, c'est important. Oui, c'est ça. Il m'a assez bien préparé. Puis quand je suis arrivée sur l'étage, finalement, je me suis retrouvée à aider à la messe parce que tous les vendredis, le responsable des loisirs organisait une messe pour les personnes. Fait que moi, j'aidais pendant cette activité Pour les transports, pour aller déplacer chercher les gens. les résidents, les amener à la messe, puis placer le matériel et tout ça. Puis les ramener à leur chambre après. Alors, mais la première fois que je suis arrivée sur l'étage, la première journée, c'est ça. Donc, je me suis retrouvée vraiment comme un poisson dans l'eau. Je suis tombée en amour, en fait, avec les personnes avec les personnes d'Alzheimer ou les personnes qui ont une perte d'autonomie avancée. OK. C'est ça. Donc, à chaque semaine, j'allais là. Puis finalement, il m'avait tellement mis en garde que j'allais peut-être pas être capable. Oui. Mais j'étais étonnée de me sentir aussi bien, en fait, Oui, là. oui, Puis oui. je me sentais tellement bien que j'aurais passé tous les jours là. J'étais vraiment tombée en amour. Je me sentais proche, très proche d'eux. Puis j'aimais vraiment la communication non verbale que je pouvais vivre avec ces personnes-là qui ont plus nécessairement le langage. Oui, c'est comme des gens moyen de qui parlent plus communication. souvent ou très, très peu. Qui parlent plus là. ou qu'est-ce qu'ils disent n'a pas vraiment de Ouais, sens. c'est ça. Donc, ça passe par autre chose. Ou on pense que ça n'a pas vraiment de sens. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ne peuvent pas avoir une discussion logique. Non, ils sont dans un autre monde. Oui, c'est ça. Donc, Et puis là, tu as amené la danse dans ce CHSLD-là? oui, bien, dans le fond, j'ai été quand même longtemps, un bon bout, bénévole. Puis là, je t'ai rencontré, puis j'ai eu ma première... j'ai eu mon enfant pendant ce temps-là. Puis j'ai continué à être bénévole. Je veux même amener mon bébé, je me rappelle. Oui. Puis là, je voulais faire quelque chose, je voulais me rapprocher de cette clientèle-là parce que j'étais vraiment tombée en amour avec eux. Tu cherchais le lien. Je cherchais le lien, comment j'allais faire ça. Je me suis même posé la question si j'allais être préposée aux bénéficiaires. C'est ça. Et je me suis rappelée d'une vidéo que j'avais vue, OK, d'un chorégraphe français qui danse à l'hôpital, qui fait des projets de danse à l'hôpital. Ouais. Et c'était tellement beau, là. Ça m'avait tellement touchée. Je me suis rappelée de ça, puis je suis retournée voir. Puis lui, il danse. Je le voyais, là, il rentrait sur les étages, pieds nus, puis il improvisait une danse sans musique. Et sa danse s'inspirait de tout ce qu'il voyait, des gestes des personnes qu'il croisait. Lui, il rentrait l'art à l'hôpital, là. Oui, c'est ça. Puis en créant du lien ou une communication non verbale avec les patients, beaucoup, Ouais, ou le personnel même. ouais, tout le monde. OK. Les objets, le personnel. Il utilisait vraiment l'hôpital comme son endroit pour danser. Puis, alors, je suis retournée voir ça, puis je me suis dit, ah, ça, c'est exactement ce que je peux faire. C'est ça que je vais faire. Donc, j'ai été voir le responsable des loisirs qui me connaissait très bien parce que j'étais bénévole là. Puis j'ai dit, j'aimerais ça, essayer ça. Wow. Puis il a accepté. Super. Donc moi, puis Marina Elgois, Oui. qui est une amie danseuse que j'ai été chercher, j'ai dit, tu veux-tu faire ça en duo avec moi? Donc elle est partie dans l'aventure avec moi. Et là, on a commencé par faire nos premières expérimentations là, à Québec. Puis on s'est trouvé une deuxième résidence aussi qui acceptait de faire les expérimentations. Donc, on a fait 6 mois d'expérimentation dans ces 2 résidences-là où on y allait une fois par semaine rencontrer les personnes.
Et là, ça a été vraiment extraordinaire. On s'est rendu compte que là, on avait vraiment quelque chose d'important. Parce que finalement, tu vas chercher des gens qui ont peu ou pas de contact avec le personnel, presque plus avec leur famille, puis vous autres, vous arrivez à les faire sourire. Oui, bien en fait, vous arrivez à les faire bouger plus. Ce qui est arrivé, c'est que la première fois qu'on a essayé ça, à l'endroit où j'étais bénévole, donc le responsable des loisirs, il nous a accompagnés, puis il nous a observés pendant le 2 heures de danse. Là, ça durait environ 1h30, 2 heures. Et puis c'est déambulatoire, hein, donc c'est vraiment pas comme un spectacle. Nous, on se promène au travers de ce qui se passe déjà. On rentre dans les chambres, dans les corridors, dans les espaces communs. Donc lui, il nous observait pendant 1h30, puis ce qui était épaté, après, quand on est redescendu, il dit non, mais c'est extraordinaire, parce que il dit, toutes les personnes que vous avez attiré l'attention, avec qui vous avez dansé le plus, c'est les personnes que moi, je n'arrive pas à rejoindre avec mes activités. Ouais. Donc, ça a commencé comme ça. Là, on a compris que avec la danse, avec la simplicité de notre approche, sans musique, on était capable d'aller chercher, avec beaucoup de naturel et de fluidité, les gens que le cadre du quotidien ne convient plus. Oui, des gens qui regardent par la fenêtre à longueur de journée, presque. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on s'est pratiqué, on a fait ça, puis on n'a pas arrêté d'observer ça. C'était incroyable. Des personnes, même je me rappelle une fois, là, dans ces 6 mois-là, on était rentrés dans une chambre. Puis ça s'était tellement bien passé avec la personne. La personne avait dansé avec nous, avait bougé, on avait vécu plein de douceur. Donc on est sortis émerveillés de la chambre. Puis là, le personnel n'en revenait pas. Il disait hey, « regarde, d'où ce qui sortent. » Ah oui, OK. Oui. Puis... Dans le sens que cette chambre-là, d'habitude, c'est Oui, puis une infirmière nous a ou... dit, il disait, cette chambre-là, il y a plein de préposés qui ne veulent plus rentrer parce que dès que tu rentres, tu te fais lancer un téléphone par la tête, tu te fais crier des bêtises. Bon. Puis nous, on ne savait pas. Puis on n'en revenait pas parce qu'on n'aurait jamais pu deviner. Parce que l'expérience qu'on venait de vivre avec cette personne-là était tout autre. Au niveau de la neuropsychologie, c'est ça qu'ils disent. Souvent, c'est des parties du cerveau qui sont plus capables qui sont fâchées, là, qui sont en colère ou qui sont plus capables de parler, mais il y a une autre partie du cerveau qui, elle, est capable de chanter ou de danser. Et puis, donc, vous êtes allé chercher les liens qui restaient. Oui, puis je pense que le fait d'être vraiment une autre personne, on n'était pas du personnel soignant, on n'est pas des gens de la famille qui connaissent. On est vraiment une inconnue qui arrive de nulle part. Un ange qui vient danser avec moi aujourd'hui. Oui, c'est ça, un ange qui vient danser avec moi. On se faisait souvent appeler les anges. Puis... Donc, les gens étaient souvent béats. Et le pouvoir de la poésie, le pouvoir de la beauté est vraiment sous-estimé. Oui. Moi, j'ai vu que ça transformait l'humanité. Oui. Avec les rencontres que j'ai eues avec ces gens-là. Vraiment. Et j'ai su que, aussi, moi, le fait que j'arrive comme une page blanche, c'est-à-dire que je n'avais pas de préjugés envers la personne, était aussi important. Ah oui, sûrement. Parce que j'arrivais vraiment avec des intentions pures, sans avoir d'attente. Puis c'est quelque chose qu'on essayait de demander au personnel soignant de ne pas nous prévenir. Quand on arrivait dans une nouvelle place, de ne pas nous prévenir, de dire « Ah, ce monsieur-là, il a tendance à frapper. » Il est violent, ou il va essayer de te toucher, ou... Oui, parce que le fait de savoir que la personne est violente, forcément, moi, j'allais avoir une peur. Et j'allais avoir des préjugés face à cette personne-là avant de commencer à danser. Ça m'enlevait des chances qu'il ne soit pas violent. Oui, c'est ça. Carrément. Et ça, là, vraiment, on l'a observé tellement souvent. Et cette aventure-là a duré plusieurs années. Oui, c'est ça. Dans le fond, donc on a fondé un organisme qui s'appelle le Papillon Blanc Danse. C'est toujours en activité. Il y a eu une émission de télé à Second Regard sur votre démarche avec Alain Crevier, je crois. Oui. Vous avez eu quelques articles aussi dans les journaux. Oui, c'est ça. Au départ de l'organisme, on a eu facilement accès aux médias parce que ça sortait de l'ordinaire. C'est assez unique. C'était quand même des beaux résultats. Je tiens à le dire, là, je me souviens que tu m'as déjà dit qu'il y a
je veux dire, ça fonctionne, ça fait des années que ça existe et Marie-Noël Goua continue à faire grandir tout ça. Ouais. Mais au début, il y a des infirmières qui vous ont déjà chanté des bêtises en disant « vous ne devriez pas faire ça » et tout, là. Donc, ça peut aussi... C'est toujours le combat de dans le sens que moi, ouais. je suis une préposée ou une infirmière, je suis dans le jus, puis toi, tu viens danser, puis tu sais, il y avait des réactions. Ouais, c'était assez rare, mais il y en avait, là, tu sais. Mais vous avez persévéré et vous avez créé vraiment un contact unique. Oui. Puis c'est le langage non verbal. Le langage non verbal, c'est quelque chose qu'on a puis qui ne s'adresse pas au cerveau. Dans le fond, c'est que les personnes qu'on rencontrait, si leur sens était atteint, si le cerveau était atteint, parfois, il restait vraiment plus grand-chose pour communiquer. Mais la poésie va chercher quelque chose qui a rapport avec l'âme de la personne. Donc, c'est la couche qui est derrière la personnalité qui a été perdue. Puis cette couche-là, elle est capable de tendre une intention de communication, une intention de réponse. Et puis là, pour te consacrer aux enfants, tu as arrêté parce que tu voulais trouver un équilibre avec la famille. Mais juste pour terminer avec le papillon blanc, c'est quoi ton plus beau souvenir avec le papillon blanc? Avec quoi tu repars? Ben, c'est la foi. OK. Le papillon blanc m'a donné foi en la vie. C'est les plus grandes expériences spirituelles que j'ai eues. C'est-à-dire que tous les êtres humains sont beaux. J'ai rencontré la beauté dans toutes les situations, là, même si la personne était dans son caca. Oui, c'est ça. Les gens le savent là, maintenant, les CHSLD, c'est des milieux difficiles là, pour la dignité humaine. Ouais, c'est dur. Puis j'ai vraiment, c'est ça. Donc, on a vraiment été dans des rencontres loin où est-ce que la dignité humaine était vraiment difficile, puis au bord de la mort aussi. Mais il y avait toujours de la vie. Puis à quel point que la beauté réveille la vie. La beauté est vraiment quelque chose d'essentiel à la vie. Ça, c'est les apprentissages que j'ai faits. Merci, très beau. Ça me fait penser à la démarche de Nicole Poirier à Trois-Rivières, que tu connais, concernant essayer de... Qui est différente, parce qu'elle est vraiment liée au quotidien. Oui, c'est ça, essayer de concevoir une maison pour les gens d'Alzheimer où ils peuvent déjeuner en plein milieu de la nuit si ça leur tente. C'est comme, c'est ça. La porte n'est même pas barrée, ouais, c'est juste merveilleux qu'il y a du parce personnel. qu'elle a vraiment développé un espace non violent et sécurisant. Oui, c'est beau, ça me fait penser un peu à ça. Pour les personnes qui ont perdu, pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Exact. Bravo, félicitations pour cette très, très belle chose que vous avez créée, toi et Marie-Noël. Alors, tu animes les soirées de poésie à la maison Rodolphe Duguay depuis plusieurs années, moins pandémie. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à animer? Pourquoi tu fais des soirées de poésie avec les gens? Bien, moi, c'est à un moment donné, j'étais à la bibliothèque à Nicolette, puis comme je suis beaucoup avec mes enfants, fait que je peux pas faire n'importe quel projet qui me demande beaucoup de temps. OK. Alors, j'ai comme eu l'idée, je me suis dit, tiens, des soirées de poésie, il n'y en a pas, puis ça serait super facile à organiser. Fait que je vais faire ça. Moi, je suis du genre de personne que quand je pense à un projet, je le fais. Fait que c'est ça, j'ai eu cette idée-là, alors je l'ai fait. T'es pas comme ton chum. Non, c'est ça. Exact. Mais c'est ça, mais c'est la simplicité. C'est vraiment le fait qu'à partir de ce moment-là, après le papillon blanc, je suis devenue mère un peu plus sérieusement. Je savais que j'ai quitté le papillon blanc parce que je savais que je voulais d'autres enfants. J'ai fini par finalement avoir 4 enfants. Puis je voulais m'investir plus au quotidien avec eux parce que le papillon blanc grossissait, ça voulait grossir. Puis moi, je savais que je voulais avoir plus de temps au quotidien avec mes enfants. Donc, j'ai fait ce choix difficile-là. Et je suis devenue maman à la maison dans cette période-là. Mais je suis finalement restée toujours active au niveau de la création puis de l'animation grâce aux soirées de poésie. Donc ça, c'est une idée que j'ai eue qui était
qui était facile. Je me suis dit, OK, ça va vraiment me garder en activité, continuer à garder des expériences. Donc, je suis allée rencontrer la ville, puis c'est ça, je savais que ça allait être facile à... Les soirées de poésie étaient montées. Les soirées, ouais, on a commencé à la bibliothèque les trois premières fois. Mais après ça, la ville a eu la brillante idée de nous faire organiser ça dans la maison Rodolphe Duguay, ouais, à Nicolet, qui est une maison ancestrale magnifique. Oui, qui est un endroit charmant pour ouais. ça. Et Jeanne Larchevêque, la conjointe de Rodolphe Duguay, était poète, auteur. C'est ça. Donc, c'était un couple d'artistes. Oui, c'est ça. C'est ça. Le Rodolphe, comme nous. Qui était peintre, comme nous. Comme nous. Rodolphe, qui était peintre. Oui. Puis Jeanne, qui était écrivaine. Comment tu composes? Comment tu écris? D'où te vient ton inspiration? C'est quoi ta façon d'écrire un texte? Moi, je suis le genre de personne vraiment là, qui vomit un texte. C'est bien dit. Moi, j'écris. C'est bien dit. C'est ça. Ça sort et c'est fait. C'est le premier jet. Premier jet. OK. Je ne fais pas beaucoup de travail. Beaucoup de corrections. C'est senti, c'est brut. Ouais, j'écris rapidement. C'est toujours très senti. Souvent, je peux le travailler plusieurs jours dans ma tête. C'est très pratique avec les enfants. Ma manière d'écrire, je ne sais pas si c'est à cause que j'ai des enfants ou parce que je suis comme ça. Mais en tout cas... un peu des deux. Un peu des deux. C'est que pendant plusieurs jours, souvent, je vais avoir une phrase où je vais savoir de quoi je veux parler. Je vais avoir une phrase qui me vient en tête, puis je la garde, je la nourris, puis je nourris les sensations, l'émotion, les images que j'ai par rapport à ça. Puis, un moment donné, j'ai un temps libre, je sors une feuille, c'est là un que papier. Ça se passe. Ça sort en une demi-heure, 45 minutes. OK. Est-ce que tu aimerais ça nous lire un autre texte? Peut-être nous en parler un peu avant, le mettre en situation, puis nous lire un texte? Oui. Alors, l'autre texte, c'est... il s'appelle « Habiter ». C'est un texte sur la grossesse, quand on est enceinte. Donc, on voit que la maternité est très présente. Oui, c'est ça. Donc, j'ai animé les soirées de poésie. Donc, c'est des soirées de poésie micro-ouvertes. Puis, c'était aussi un moyen pour me garder en activité créatrice. Donc, comme j'animais la soirée, j'avais pas trop le choix d'au moins écrire un texte pour la soirée. Donc, c'est pendant vraiment mes années de maternité que j'ai écrit plus. Donc, habiter, j'étais enceinte de ma 4e. J'ai écrit un texte là-dessus. Habiter. Habiter de toi, loger, lover, dans cet espace creux que je ne peux que pressentir, sentir ta présence. Déjà, tu t'imposes au milieu de moi, minuscule mollusque mystérieux. L'œuvre est en cours, tes fils se tissent, travaux de broderie raffinés. Je ne connais pas les secrets de la dentellerie. Je sais seulement que ça tisse, de jour et de nuit au creux de moi. On s'est installé sans gêne, on a pris la place qui était libre au creux de moi. Je suis la porteuse, je suis la fabrique. On y confectionne des secrets. On m'habite, je n'ai rien à faire. On ne me demande rien. On m'impose, on me cloue au lit, on ralentit mes pas. On me donne la nausée, on me fait manger. On m'exige tout cela, en silence, sans présentation. Ton monde est le silence. Une pellicule fine m'empêche de tout voir et de tout comprendre. Tu m'arrives. Je sais que tu prendras de plus en plus d'espace. Je sais que tu finiras par te sentir à l'étroit, que tu voudras sortir, que ce sera urgent, que tu n'en pourras plus, que tu voudras voir la lumière, que tu voudras voir de l'air et du lait. Tout cela ira très vite, la séparation, le grand déplacement. Tu défonceras tout sur ton passage. Ce ne sera pas la première fois qu'on y passe. J'y trépasserai à chaque fois. Tout cela ira très vite. Je sais que je ne devrai pas te retenir. Tu iras, je sais.
Tu sortiras, je sais. Tu es plus fort que moi, je sais. Encore une fois, je ne pourrai que te laisser faire, te laisser te mettre au monde, avec fougue, avec joie, avec force. Tout ça pour être avec toi. Quelle folie! Quelle folie. Voilà. Quelle douce folie. Voilà. Tu t'intéresses beaucoup à l'art-thérapie maintenant? Oui. De façon intuitive, si je peux dire, après tes études en théâtre, c'est pas rare que les gens du théâtre ou de la danse fassent de l'art-thérapie. Qu'est-ce qui te parle dans l'art-thérapie? Je crois vraiment que l'art est un moyen d'expression universel nécessaire pour tous les êtres humains. Je pense que c'est... Plus j'avance, puis plus j'ai vraiment l'impression même que c'est un mode de guérison qui concerne vraiment tout le monde, là. Même les gens qui n'ont pas l'impression, qui ont une fibre artistique, peuvent se guérir avec l'art. Donc, que ce soit par le dessin, par la danse, par le théâtre, par l'écriture, par le modelage, peu importe, mais l'expression artistique, je pense qu'on est avec en tant qu'être humain. Puis c'est une manière, je pense que, en fait, l'art est toujours thérapeutique. Oui. Je pense qu'elle est toujours thérapeutique, puis plus tu le fais consciemment, plus c'est thérapeutique, mais que, dans le fond, je pense qu'en étant art-thérapeute, bien, ça me permet de faire découvrir ça aux gens, de leur donner l'outil qui peuvent s'auto-guérir, finalement, de leurs blessures. Là, parce que je me vois vraiment comme une accompagnante quand je rencontre les gens qui veulent se soigner avec l'art, parce que c'est eux, c'est juste eux qui expriment par l'art ce qu'ils ont besoin d'exprimer. Oui. Puis ils se libèrent. C'est beaucoup dans l'expression de ce qui n'a pas pu être entendu ou dit. Ce qui est bloqué. Oui, ce qui est bloqué. Admettons que ça ressemble à quoi une séance d'art-thérapie, là? Quelqu'un va te voir, puis je sais pas, il est ultra timide, là, justement, dans sa vie, là, puis tout est bloqué, puis ça l'empêche de se trouver un job, ou je sais pas trop quoi, c'est maladif, ou quelqu'un qui veut arrêter de fumer, mais ça ressemble à quoi, concrètement, une séance d'art-thérapie? Bien, ça peut se vivre en groupe ou en individuel, OK? Puis en individuel, dans le fond, la personne, elle va me dire finalement sur quoi qu'elle va travailler, c'est quoi son problème. Puis, on va commencer avec Moi, dans le fond, j'utilise plusieurs médiums dans la même séance. Ça permet d'aller plus en profondeur, puis de trouver plus de stock, là, de sortir plus de choses. Explorer. Oui, donc selon ce que je ressens de la personne puis de ce qu'elle me dit, je vais commencer par faire une proposition de jeu, si on appelle, un premier. Ouais. Donc, que ce soit par le dessin ou par quelque chose qui est plus de l'écriture ou du mouvement, selon ce qu'elle me dit. Donc, on va explorer la situation. Comme mettre en scène avec un peu quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, la personne, elle va se mettre je vais essayer de la mettre d'abord dans un état de conscience un peu autre, là, par une méditation, se remettre plus dans son corps et tout ça, puis se connecter avec la chose que la personne veut travailler. Et puis, je vais l'amener à l'exprimer avec le médium que je vais lui proposer en premier, qui peut être soit le mouvement, le dessin ou l'écriture. Et pas besoin d'écrire... on écrit ce qui nous passe par la tête, ça peut être très simple. Ouais, pas besoin d'être un grand peintre aussi. Non, c'est ça, parce que tous les êtres humains l'ont. Ouais. Puis surtout quand ils ont quelque chose à débloquer, puis qu'ils se mettent en état de méditatif, bien, la personne qui se met en contact avec ça, souvent... elle sait exactement ce qu'elle a besoin de faire, même si elle n'est pas artiste. Ça me fait penser un peu à l'hypnose. C'est comme si on allait un peu interroger l'inconscient. C'est ça. Oui, c'est ça. Et l'inconscient sait ce qu'il a besoin de faire. Il sait ce qu'il a besoin de dire pour que la personne se libère. Ouais. Donc, si, par exemple, la personne a fait un dessin, bien là, on part de là ensuite, tout dépendant de ce que la personne a sorti comme symbole.
elle va donner un titre à son dessin. Et après ça, on va utiliser un autre niveau, un autre médium qui va nous amener à un autre niveau, je veux dire. Un autre médium qui peut être, de bouger, dire quelque chose ou de danser. Okay. Affirmer quelque chose qu'on a toujours voulu affirmer à notre père ou notre mère, mais qu'on n'a pas pu, puis là, ils ne sont pas là, mais là, on peut le jouer. Donc, on va mettre en scène. Ouais, on peut donc, le mettre concrètement, en scène. ce qu'on peut faire, c'est vraiment, mettons que la personne va dessiner. Après ça, on va parler du dessin. Donc, après ça, à partir du dessin, la personne va danser le dessin. Puis là, il va y avoir des nouvelles choses qui vont apparaître. Donc, on continue à aller plus en profondeur. Et là, à partir des nouvelles choses qui sont apparues, là, je vais demander à la personne d'écrire. Ouais. Et là, elle va écrire. Et là, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. C'est ça. Donc, on utilise vraiment... Et là, on est de plus en plus précis par rapport à ce qui est le vrai bobo à l'intérieur, la source. On se rapproche toujours plus en profondeur de l'authenticité de la personne. On enlève des couches. Et là, si la personne écrit, on va cerner les choses les plus importantes, puis là, on va aller la faire dire. On va mettre en scène ses paroles. Et là, on va utiliser le théâtre, par exemple. Donc, c'est ça. On enlève des couches avec chaque médium. Très beau métier. Tu me sembles la personne parfaite pour cela, avec ton expérience, avec le papillon blanc et en théâtre. Il nous reste juste quelques minutes. Tu es en train d'écrire une pièce de théâtre et c'est sur la maternité. Oui. J'ai terminé de l'écrire, en fait. OK, c'est terminé. Pleine lune. Pleine lune. Pleine lune, c'est l'histoire d'un groupe de femmes qui... ils ont un cercle de femmes ensemble. C'est animé par une célébrante. Et donc, ils s'en vont à leur cercle. C'est un rituel de pleine lune, ce soir-là. Et elles vont être amenées... Il y a une des femmes qui n'a pas d'enfants. Et elle va leur demander, est-ce que vous me conseillez d'avoir des enfants? OK. Et donc, les femmes vont vivre le rituel, ils vont faire des confidences par rapport à la maternité. Et il y a le personnage de Jeanne l'Archevêque-Duguay, qui est une poétesse qui a vécu à Nicolette. Oui, la conjointe de Rodolphe Duguay, qui a eu 6 enfants, qui a écrit beaucoup sur la maternité. Donc, j'ai mis ce personnage-là qui est dans la pièce. Et elle apparaît dans la pièce. Elle apparaît dans la pièce et elle dit des poèmes qui font écho à ce que vivent les femmes d'aujourd'hui. Et c'est ces poèmes à elle, c'est ce qu'elle a écrit pour de vrai, que tu as introduit dans ta pièce de théâtre? Ou c'est des nouveaux poèmes? Non, c'est vraiment ses poèmes à elle. Ses poèmes, c'est ça. Oui, parce qu'elle a de très beaux écrits. Oui, c'est ça. OK, intéressant. Donc, c'est vraiment sa poésie et ma poésie là, qui se rencontrent. Oui. Parler de la maternité. Oui, un thème central. Oui, exact. Et là, c'est ça. Puis là, il va y avoir une lecture publique. Là, je viens de la terminer. Puis là, on va faire une lecture à la Maison Rodolphe Duguay de la pièce de théâtre. Oui. Est-ce que tu as écrit cette pièce de théâtre-là dans un peu le même état d'esprit que la poésie? Est-ce que ça travaille un peu dans ta tête et ça sort tout d'un coup? Ou quelle est la différence entre les deux pour toi? Oui, ça sort. Parce qu'une pièce de théâtre, c'est plus long, bien sûr. C'est plus complexe. Je pense que je préfère écrire des choses plus courtes. Mais je me suis retrouvée, avec le même style d'écriture, à écrire quand même assez rapidement. Effectivement, à mijoter un peu, mais c'est quand je me retrouvais devant... J'avais pas de plan, en fait. Une fois que j'ai su le concept de mon histoire... Beaucoup par l'intuition. Je savais que ça allait être un rituel de pleine lune. Je savais ça allait être quoi l'élément déclencheur. Je savais la place de Jeanne l'Archevêque-Duguay dans l'histoire. Puis je connaissais les poèmes que je voulais qu'ils soient dans la pièce. Donc, à part de ça, je m'assoyais puis je me disais, bon, première scène. OK. Puis ça sort pas mal d'un coup. Wow, bravo. Ça sort d'un coup. Jeanne l'Archevêque, c'est un personnage réel dans la pièce ou c'est plus quelqu'un du passé? C'est un personnage réel, mais qui vit dans les années 30. Donc, il y a comme 2 temps qu'on voit en même temps. OK. Ils se rencontrent... Non. À la fin, il y a un petit scoop et il y a une petite rencontre. Faut pas On le le dire. dira pas. Bon, mais bref, le principe, c'est qu'il y a 2 temps parallèles. Ils ne se voient pas, mais ils vivent les 2 temps vivent ensemble. Mais ils parlent en écho souvent. Ouais, il y a un petit jeu théâtral. Ils sont très proches, mais ne se rencontrent pas.
cette façon d'amener Jeanne l'Archevêque que je trouve intéressante. Oui. Mais bon, c'est ça. Il y a des chœurs dans ta pièce de théâtre. Oui, je sais, j'en ai lu un court extrait. Vraiment, j'en ai seulement lu un court extrait, puis j'aimerais ça être là lors de la lecture, ça serait le fun pour la découvrir. Il y a des chœurs. Des chœurs, c'est un peu comme le théâtre grec. Ouais, toi, tu as étudié le théâtre. Ouais. C'est quoi le théâtre grec? Et pourquoi tu as inséré des chœurs dans Bien, les Grecs, ouais, il y avait beaucoup l'utilisation du chœur. Donc, le chœur représente la communauté, la collectivité. Un groupe en tant que tel qui a une prise de parole collective. OK. Puis ça a une présence, puis une esthétique que je trouve puissant. Donc, j'ai voulu mettre un chœur de femme, un chœur de mère, en fait, sur scène pour le thème de ma maternité. Donc, dans le fond, c'est 8 mères en tout. Donc, elles parlent souvent en chœur. C'est ça dans la pièce. Ouais. Je me souviens, je fais un lien parce qu'on a parlé de guérison, d'art-thérapie, de danse, de théâtre. Après les attentats du Bataclan en France, après l'horreur des attentats en France, il y a un journaliste qui interviewait Boris Cyrulnik et qui lui disait, mais oui, mais notre société est tellement violente aujourd'hui, les attentats, c'est horrible, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de guérir le monde? Et il a dit, c'est le théâtre. Sa réponse a été, c'est le théâtre qui peut guérir le monde. Et il dit, c'est comme à l'époque des Grecs. Il dit, les Grecs, bon, je connais pas assez ça, là, mais tu peux m'en parler un peu. Les Grecs utilisaient le théâtre beaucoup pour régler des choses d'une certaine façon. Et Boris Cyrulnik disait, on devrait enseigner vraiment beaucoup, utiliser le théâtre comme thérapie auprès des adolescents pour qu'ils expriment leur tristesse, leur colère, pour qu'ils parlent des enjeux de société et qu'ils les mettent en scène. Alors, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. C'est comme si le théâtre était la guérison collective. Oui, je crois aussi. Ouais. Parce que le théâtre, c'est un art qui est global. Parce que tu dois être entier quand tu fais du théâtre. Parce que c'est tout ton corps, c'est tout ton être qui est l'outil pour exprimer quelque chose. Ouais. Donc, tu ne peux pas être là à moitié. Puis si tu es là à moitié, si tu te caches à moitié, bien, on le voit tout de suite. Ouais. Donc, c'est très engageant, le théâtre. Et c'est correct, on peut travailler avec quelqu'un qui se cache au début, puis on peut avancer pour dévoiler. Oui, bien, c'est ça. Le metteur en scène est censé être bon pour ça. Je dis ça parce que les gens, pas juste en théâtre, mais dans d'autres choses, ils attendent toujours d'être parfaits. Je veux dire, les gens disent, moi, je ne peux pas jouer de piano, je ne suis pas capable de jouer de piano. Mais je veux dire, du piano, ça s'apprend pas à pas, une fois. C'est la même chose avec le théâtre. Au début, tu commences, puis t'es comme tu es et tu avances. Oui, c'est ça. Puis ça intègre tous les autres arts, le théâtre aussi, tu sais. C'est ça, il y a les acteurs, mais il y a tous les arts peuvent être intégrés au théâtre. Ouais. La musique, les décors, la danse, le chant, tout peut exister au théâtre. Et c'est un moyen d'expression qui est vraiment puissant. Donc, c'est sûr que des jeunes, n'importe quel être humain qui décident par eux-mêmes d'essayer de faire du théâtre, c'est une grande action politique. Oui, c'est une grande action sur soi. C'est dur, c'est difficile, là, c'est se prendre en main, là, c'est haut. Oui, c'est se prendre en main, puis c'est aussi une expérience de groupe. On ne peut pas faire du théâtre tout seul dans sa chambre. Non, ça contrairement à pratiquer de la guitare, tu peux décider de devenir un super bon guitariste. Ouais, tu peux devenir un guitariste solo, là, tu peux gagner ta vie en faisant ça, mais du théâtre. Mais du théâtre, c'est un acte qui est aussi social. Ouais. Donc, c'est un grand engagement qui, oui, je pense que vraiment est guérisseur. Il est vraiment puissant. Tu es un être social, Priscilla Simard. Oui, je suis un être social. C'est vrai je vous le confirme. Oui. Est-ce que tu as un poème de Jeanne, je crois? Ça se peut? Oui, j'en ai un. Alors, on pourrait terminer en prenant notre temps. Oui, en lisant un poème. La vieille publication. Oui, de Jeanne l'Archevêque. Tu peux peut-être nous introduire. Ça s'appelle Mater. Donc, c'est un de ses recueils. Elle a vraiment publié beaucoup, là, Jeanne l'Archevêque du Gué. C'était une pianiste aussi. Oui, elle jouait du piano. Elle jouait du piano. Très bien. 6 enfants. Hein? 6 enfants, donc. Pour l'époque, là. Oui. Elle avait son petit coin d'écriture. Elle appelait ça son coin. Mon coin. Oui. Puis des fois, elle en parle dans ses poèmes. C'est bien beau. Puis elle se faisait déranger par ses enfants à un moment donné. Oui. Donc, ce que je vais vous lire s'appelle « Des chandelles sur un gâteau ». Il faudrait essayer de te construire un coin à la maison, chérie. Oui, ça vaudrait la peine. Oui, alors, excuse. Des chandelles sur un gâteau. D'accord.
C'est la fête de Petite Claire. Je plante, dans le sucre du gâteau, les chandelles rouges, si minuscules. Je les compte jusqu'à 7, déjà. Le regard des enfants s'émerveille devant la couronne de flammes d'or. Et la maman sent la brume dans ses yeux. Le diadème s'élargit vite. Plus il y aura de petites flammes, plus la vie attirera ma fille vers elle. Et sitôt, je ne ferai plus de gâteau parce que la petite, devenue grande, sera, qui sait, très loin. Il vient un temps où l'on ne peut placer assez de chandelles pour compter les années. Quand je ne serai plus là, mère, et qu'il n'y aura plus d'espace pour les chandelles sur le gâteau, je vous prie de me remplacer à la fête. Vous allumerez dans le cœur de mes enfants, non pas ces fragiles flammes qui vacillent, mais la lumière des surnaturelles joies, espérance dans les grandes envolées. Alors voilà, c'était la toute dernière émission de la première saison d'Au cœur de la culture. Nous espérons vous revoir l'année prochaine. À suivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.